Est-ce que toi, tu as vérifié ta e-réputation? Non. Non? Non. Je vais aller voir tout à l'heure, tiens. On va regarder ça, hein, qu'est-ce que t'en penses là? On a fait le tour sur le forum de l'emploi, on va garder Philomène avec nous et on va débattre sur la deuxième grande partie qui est comment se mettre en avant sur le marché de l'emploi, comment se mettre en avant tout simplement au Portugal pour que vous puissiez trouver un travail assez rapidement. Donc on va commencer sur les CV, sur les lettres de motivation. Oui, tout à fait. Alors le CV, évidemment, c'est votre première image de qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous voulez faire. Donc évidemment, il faut vraiment passer du temps là-dessus. Il faut que ce soit bien structuré, très clair. En tant que recruteur, je peux dire que effectivement, nous passons très peu de temps à lire le CV parce que nous avons un grand volume tous les jours. Donc c'est très important que ce soit bien lisible, que vous insistez beaucoup sur les mots-clés parce que nous faisons aussi des recherches là-dessus. Donc n'hésitez pas à bien faire, bien structurer. Mettez dedans donc, votre information personnelle, un petit résumé pour vous donner à connaître aussi. C'est important de savoir vos compétences, ce que vous recherchez, quel type d'entreprise, quel type d'ambiance, votre projet professionnel. Et évidemment, après, tous les éléments déjà plus classiques comme la formation que vous avez, les expériences professionnelles, surtout les dernières. N'hésitez pas à détailler. C'est quelque chose que nous aimons bien aussi. Savoir ce que vous avez fait, vos réussites surtout. Ça, c'est super intéressant pour un recruteur et pour une entreprise. Est-ce qu'on peut dire qu'un CV, c'est votre carte d'identité, hein. Par contre, cette carte d'identité ne doit pas être sur une page Word blanche en mode gros pavé, parce qu'on ne va pas le lire, pour être complètement honnête. Donc ça nous rebute, hein, mais pas que nous, hein, ça rebute beaucoup de personnes. Hein, c'est comme un menu de restaurant, on en parlait tout à l'heure, un menu de restaurant, il faut qu'il ait envie. Si c'est un gros pavé sur une feuille blanche, on n'ira pas dans le restaurant. Par contre, s'il est joli, s'il y a quelques froufrous, quelques caractères ou polices ou couleurs qui nous attirent, on sera déjà plus avenant à lire. Mais il ne faut pas non plus partir dans du farfelu, avec des choses qui sont qui partent dans tous les sens, c'est ça. Le prof, ça fait peur. Déjà aussi, c'est un peu un tout. Il faut savoir doser. Il faut qu'on vous reconnaisse, mais il faut savoir doser. Aujourd'hui, si toi, Féminin, tu reçois par exemple un CV où il y en a partout, où où il y a trop de couleurs ou l'autre, est-ce que tu vas le lire? Et à l'inverse, c'est trop pavé, trop blanc. Alors, je crois que j'ai déjà un petit peu reçu de tout. J'ai déjà reçu des CV en bande dessinée, qui n'est pas toujours facile à lire. C'est joli, mais c'est pas assez synthétique. Exactement. J'ai reçu des CV, et notamment les Portugais ont l'habitude de beaucoup détailler, de mettre les conférences auxquelles ils ont participé. Donc, c'est des CV qui des fois font 8 pages. Donc, ça, c'est complètement impossible. Pour aussi bien un cabinet que nous, une petite structure, c'est très difficile à traiter. Il faut un CV original, mais simple en même temps, aéré, et avec l'information essentielle, et comme tu disais, avec des mots-clés. Je pense que c'est ce qui est important aussi. Et une chose aussi, je pense, qui sera important, c'est d'avoir un CV qui est vraiment adapté à la société. Donc, bien personnaliser le CV. J'imagine que vous recevez quelqu'un qui est vraiment motivé et qui présente des compétences en accord avec ce que vous recherchez et votre esprit d'entreprise. J'imagine aussi que ce soit important et oui, tout à fait. C'est l'objectif. Alors, ça, les Portugais sont très sensibles là-dessus, notamment avec on parle tout à l'heure du marché qui était très dynamique, qui en 2 ans a explosé complètement. Il y a une vraie mentalité anglo-saxonne actuellement dans l'emploi sur les jeunes startups qui sont implantées. Donc effectivement, l'objectif aujourd'hui, c'est un CV synthétique, un CV qui va nous permettre de vous connaître aussi en termes de personnalité que de compétences. Donc, pas être trop farfelu, pas être trop synthétique, placard, on va dire, hein, c'est-à-dire pas mettre des gros pavés, mais être synthétique, efficace. Alors, mettez des points, mettez vos degrés de compétences. N'hésitez pas à un moment donné aussi à personnaliser. Parce qu'une entreprise aujourd'hui qui a besoin de quelqu'un, elle ne va pas prendre un CV standard. Elle ne va pas prendre un CV que vous allez envoyer à 50 entreprises. Elle va faire attention à ce que vous collez bien avec sa mentalité, avec
ses exigences, son évolution. Et pour ça, c'est-à-dire qu'il faut vous renseigner sur l'entreprise, il faut aller voir le site de l'entreprise. Si on peut le couleur, pourquoi pas? Ça peut être aussi une piste. Hein. Donc, coller au code couleur de l'entreprise pour faire un peu effet miroir. Ça, c'est des astuces que vous pouvez avoir, mais ça demande du temps. Mais à côté de ça, si vous êtes en recherche d'emploi, il faut en prendre du temps. C'est pas un CV qu'on voit à 50 personnes. Exactement. Ça fonctionne plus vraiment comme ça. C'est exactement ça. Un recruteur, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à vous connaître, à connaître votre potentiel aussi. Donc, n'hésitez pas à encore les mots-clés, le résumé, quelque chose qui va nous faire comprendre de quoi vous êtes capable, ce que vous avez réussi dans le passé aussi, comment vous avez contribué pour d'autres entreprises et ce que vous pouvez contribuer à cette entreprise en particulier. Vraiment, encore à nouveau, perdez du temps là-dessus, personnalisez, toujours personnalisez. Alors, on a un premier commentaire. Est-ce qu'il faut parler portugais pour travailler au Portugal? Oui et non, je dirais. Ça dépend de l'emploi. Ça dépend de l'emploi, ça dépend de l'entreprise. À l'heure actuelle, il y a des entreprises qui recrutent des candidats uniquement parlant la langue française. Il y a des entreprises qui recrutent des candidats parlant le français et l'anglais, où le portugais n'est pas nécessaire. Et puis, on a bien sûr des entreprises qui recrutent des candidats parlant le portugais et le français. Donc, on a un petit peu de tout, mais ce n'est pas une obligation. J'insisterai beaucoup sur l'anglais parce que c'est vrai que c'est de plus en plus demandé. L'anglais est une langue qu'au Portugal est plutôt répandue. Il y a beaucoup de Portugais qui parlent correctement l'anglais. Donc, si à étudier une langue, je dirais bien vous préparer à l'anglais parce que c'est vrai que c'est de plus en plus un critère de recrutement. Alors, je suis vraiment d'accord avec ça. On va avoir une deuxième question par rapport à Rosanna. Donc la question, si je ne me trompe pas, c'est si on a des expériences qui sont en extra par rapport au poste convoité, est-ce que il faut le mettre sur le CV? Est-ce que c'est pertinent? La deuxième question qui apparaît là par rapport à Rosanna, c'est de même, avoir un récap de ses compétences type, soit skills, est-elle pertinente pour un recruteur portugais ou vaut-il mieux insister sur les réalisations? Concrètement, Rosanna, oui, ça peut être pertinent. Sur tout ce qui va être compétences en plus, ou expérience en plus, qui est pertinent, en fait, c'est juste que c'est pas en plus. Si c'est pertinent, ça doit apparaître sur le CV. Et au contraire, des expériences que vous avez eues, un outil annexe qui ne correspond pas à l'offre, à la limite, vous pouvez l'enlever, vous pouvez le supprimer. Et si vous avez des trous dans le CV à certains moments, on pose la question, si votre CV est trop long, par exemple, vous l'enlevez. Si on vous pose la question d'entretien, vous pouvez l'exprimer. Vous pouvez dire, oui, de cette période à cette période, je faisais, je sais pas, j'étais chez McDonald's, par exemple, ce qui n'a rien à voir avec le poste aujourd'hui auquel je postule. Donc, je l'ai enlevé tout simplement pour que le résumé que vous avez sous les yeux corresponde à ce que vous recherchez. Bien sûr, je pense que c'est même un prérequis. C'est la personnalisation. Il y a aussi une autre vision aussi des activités extra. Ça peut aussi démontrer les atouts que vous avez eus avec ce genre d'activité. Par exemple, une capacité de leadership, un travail en équipe, une résistance à la pression, au stress, pourquoi pas. Par exemple, oui, pouvoir travailler chez McDonald's, par exemple. Il y a beaucoup de mouvements, il faut un contact avec la clientèle. Donc, il faut évaluer par rapport à l'entreprise où vous postulez, par rapport surtout au poste. Est-ce que ça va être pertinent ou pas? Est-ce que ça peut aussi envoyer une image d'une capacité que vous avez acquis, même si c'était sur un autre poste complètement différent, ou une activité, un hobby par exemple? Est-ce que ça se justifie? Parce que la question avant d'enlever quelque chose sur un CV, c'est est-ce que ça se justifie par rapport au poste auquel vous... Est-ce que ça peut faire la différence? Est-ce que ça peut faire la différence? Effectivement, il ne faut pas se tromper parce que si vous enlevez, alors moi je parlais de McDonald's par exemple, McDonald's pour moi c'est force de travail, des horaires pas forcément simples, il faut y aller, il faut charbonner, il y a des périodes de rush. Donc pour une tâche, si je choisis un collaborateur pour l'entreprise où effectivement ce qu'il veut c'est une grosse motivation, potentiellement McDonald's c'est quelque chose qui peut attirer l'œil. Donc attention à ce que vous enlevez, mais toujours personnaliser au maximum, il faut que ça soit en lien avec le poste. Enfin, il faut étudier bien le type de poste que vous recherchez et voir effectivement quel est le rapport et quel type de compétences sont importantes pour ce type de poste.
On va switcher sur la lettre de motivation. Le CV, je pense que l'idée, c'est que si vous souhaitez vraiment le personnaliser et que vous ne savez pas trop comment faire, encore une fois, on va proposer un workshop là-dessus. Où vous pourrez participer. On aura au cas par cas dans vos questions. On pourra vous interagir directement avec vous de visu sur votre CV. Et je pense que ça sera l'occasion de pouvoir se rencontrer en direct aussi. Maintenant, lettre de motivation. Alors, aujourd'hui, quand tu reçois un CV, est-ce que tu reçois une lettre de motivation avec? De moins en moins. De moins en moins. De moins en moins. Quand tu reçois une lettre de motivation avec, est-ce que tu l'as lu ou tu l'as lu? Pas toujours. C'est pas une question piège. Hein. De la même façon, toi, quand tu reçois un CV, est-ce que c'est avec une lettre de motivation? Alors, c'est quand même beaucoup plus rare de lire la lettre de motivation. Nous sommes focalisés beaucoup plus sur le CV. Je dirais que la lettre de motivation va être plus importante, par exemple, dans une candidature spontanée, où effectivement, font un vrai pitch. Il faut vraiment présenter ses raisons, ses motivations, la place qu'on peut avoir. Il faut se projeter dans la société et là, ça va être le vrai objectif d'une lettre de motivation. Pour une candidature pour un poste, je dirais qu'elle est moins visualisée et moins utilisée. La lettre de motivation, aujourd'hui, effectivement, elle n'est pas forcément obligatoire. Elle va réellement dépendre du poste. Elle n'est pas forcément lue non plus, même si elle dépend du poste d'ailleurs. Hein. Je pense qu'il est un peu dommage, mais pour moi, vous avez tout le travail. Après, sur les lettres de motivation, il faut être assez précis aussi. C'est-à-dire que soit il ne faut pas raconter sa vie personnelle sur tout ce qui vous est arrivé, parce que concrètement, ça n'a aucun lien avec le poste. De la même façon, il ne faut pas forcément être sur une lettre de motivation où on va se casser la tête en disant il faut que je la fasse en 3 paragraphes avec la première où je vous présente, etc. Ça, c'est un peu les vieux modèles qu'on utilise plus vraiment. En revanche, ce qu'on peut faire sur une lettre de motivation, c'est quelque chose qui va être pertinent. Là-dessus, vous pouvez mettre vos succès. Qui ont un rapport avec le poste auquel vous postulez. Hein. Vous pouvez mettre également ce que vous pouvez apporter à l'entreprise, hein, quelle est votre vision en tout cas de ce que vous allez apporter. Et c'est pas avec un faux semblant, pas avec moi j'ai un super travail d'équipe, enfin, ça c'est on entend partout et à un moment donné ça ne vous valorise pas. Par contre, sur une expérience, sur quelque chose que vous croyez réellement, je pense que ça peut être pertinent. Si vous ne le pensez pas réellement ou que vous le faites parce qu'il faut le faire, ça va se voir. La motivation, au final, on va lire les 3 premières lignes, on va se dire, bon, elle correspond aux 10 autres que j'ai ouvertes, et on ne va pas forcément rouvrir. Quand tu lis une lettre de motivation, qu'est-ce qui te marque le plus? Il ne faut pas que ça soit répétitif, il faut pas que ce soit la même chose qu'il y a dans le CV. Donc, justement, c'est ce que tu disais, il faut que le candidat se projette un petit peu dans le poste et montre un peu ses capacités, mais en parlant de lui, sans parler, bien sûr, de détails professionnels, même de sa vie privée. Mais il faut que ce soit quand même relativement court. Voilà. Il montre sa motivation pour le poste et qu'il montre aussi qu'il a fait quelques recherches sur la société et qu'il ait bien lu l'offre. Parce que la plupart du temps, les candidats postulent et n'ont pas du tout le profil qui correspond en fait à ce que la société recherche. Oui, c'est souvent ce qu'on trouve quand on postule à 50 offres. Ce que je parlais tout à l'heure. Hein. On postule à 50 offres avec le même CV, la même lettre de motivation. Automatiquement, vous tombez sur des offres qui ne correspondent pas du tout à ce que vous présentez, même si potentiellement vous pouvez avoir la capacité, mais c'est pas parlant pour nous. Quoi. Et imaginez qu'une lettre de motivation, pour nous, c'est un petit peu comme si vous faisiez une recherche sur Google. Vous recherchez quelque chose sur Google, c'est quelque chose qui vous intéresse, vous tapez sur Google, au moment où vous cherchez, vous vous posez la question. Et habituellement, quand vous ouvrez la page Google, vous marquez, vous mettez lancer, et là, vous allez regarder la première page. Vous allez regarder les titres de la première page, savoir si ça vous intéresse, et habituellement, la deuxième page est quasiment pas vue. Autant vous dire que la 3e, la 4e, la 5e jusqu'à la 8e ou la 1000e, elles seront jamais ouvertes. Donc imaginez que nous, on fait une recherche Google parce qu'on cherche un bon candidat et que ce qui s'ouvre, c'est vos lettres de motivation. Donc autant dire que si votre lettre de motivation s'ouvre et que j'ai 10 pages, je vais peut-être commencer la première. Si ça m'intéresse, je vais peut-être attaquer la deuxième, mais ça m'étonnerait que j'aille jusqu'à la deuxième facilement. Mais pour le coup, c'est un peu l'idée, synthétiser. On synthétise un CV, on parlait tout à l'heure, Philomena, des CV de 8 pages aussi portugais, parce que ça aussi pour nous c'est très portugais traditionnel, de mettre l'expérience complète et détaillée, ça se fait plus vraiment, c'est plus demandé par l'entreprise. Donc synthétiser le CV, synthétiser votre lettre de motivation, surtout la personnaliser, vous renseigner sur l'offre à laquelle vous avez postulé, regarder les codes couleurs qui peuvent correspondre, choisir une police lisible.
Et surtout, mettez des mots-clés. Mettez les mots-clés avec à côté vos compétences qui correspondent, quoi. Par exemple, je parle anglais, sur 5, je parle anglais niveau 4. Je suis un professionnel du développement, par exemple, informatique. Je vais travailler sur du Symfony, par exemple. Je vais travailler sur du Angular, je vais travailler sur... Et je vais mettre mon taux de compétences. Soyez synthétique, précis, mettez les mots-clés réellement, parce que si on cherche, c'est qu'on cherche des compétences. Donc, on va chercher des compétences. Est-ce que vous pouvez voir autre chose sur le CV de motivation? Non, juste peut-être dire que moi, je reçois beaucoup de candidats à la recherche d'un stage. Et la lettre de motivation, dans ces cas-là, elle est très importante parce qu'elle permet au candidat aussi d'exprimer ce qu'il attend exactement de l'entreprise et ce qu'il attend de son stage. Et ce que le stage peut lui apporter pour ses études. Et ça, je pense qu'on ne peut pas envoyer un CV à la recherche d'un stage sans une lettre de motivation en complément. C'est vrai qu'un stage et emploi vont être un peu deux choses différentes. Stage, on est vraiment dans les études, on a un plongement dans les études. Et là, pour une entreprise, c'est quand même intéressant de savoir, vu que actuellement sur les stagiaires, il y a peu d'expérience. Ou c'est des personnes qui refont une nouvelle formation, et ces refont une formation, c'est qu'elles ne sont pas forcément dans le même domaine avant. Donc l'expérience même ne va pas compter, comme sur la recherche d'emploi. Donc mettez toutes les chances de côté, effectivement, sur la lettre de motivation. Oui, il faut bien la travailler. C'est ça. Et faites pas quelque chose de bateau. Ça, on est d'accord aussi, hein, donc 200% d'accord. Stage, lettre de motivation, oui. Emploi, faites attention. Peut-être un premier emploi aussi. Pour un premier emploi, potentiellement. Je vais rajouter juste un petit mot pour les langues. C'est aussi important de bien les mettre en valeur. Ne vous sous-estimez pas, mais ne surestimez pas non plus, parce que souvent, le recruteur va vous tester là-dessus. Voilà, si vous n'avez pas le niveau, n'ayez pas peur de montrer quand même que vous parlez un petit peu, n'ayez pas peur de parler en anglais, par exemple, ou en portugais, si vous avez des notions. Au moins, il y aura l'effort qui est fait. Et de l'autre côté, ne sous-estimez pas, parce qu'à nouveau, ça va être testé. Donc, ça peut, si vous dites que vous avez un anglais courant et que vous n'arrivez pas à maintenir une conversation, ça ne va pas donner la bonne image non plus. Donc ça, je dirais que c'est un bon complément aussi. C'est vrai que c'est important, surtout quand on fait l'expatriation. Les langues sont importantes, Lisbonne c'est très demandé, Porto c'est très demandé. Donc oui, surestimez pas, sous-estimez pas, pour ça, limite, faites passer des tests sur Internet, qui vous donnent un niveau. Testez votre anglais ou votre portugais avec des personnes qui parlent anglais ou portugais pour voir un peu ce qu'ils en pensent. Mais par contre, ne refusez jamais la conversation. Même si vous dites, moi, avec anglais, j'ai des notions, les personnes vont vous dire au téléphone, bon, on va essayer votre anglais. Ne lui dites pas, bah non, je ne sais pas vraiment parler anglais. Vous avez des notions, il est au courant, c'est marqué sur votre CV, il veut juste voir où vous en êtes. Si vous posez la question, si vous avez déjà, il y a un intérêt pour vous. Donc allez-y. Après, vous pourrez lui dire, bah, je suis vraiment nul en anglais. Vous dire, ah, oui, très certainement. Mais il est au courant. Donc c'est pas forcément là-dessus que vous ferez recaler en tout cas. Par contre, vous essayez de vous faire recaler, si vous dites, non, je ne veux pas. Parce que les personnes ont tendance à le prendre pour eux. Et ça, c'est hyper important. Et attention, bilingue. Et attention. C'est ça. Les bilingues, il faut être vraiment bilingue. Attention, exactement. Il faut être vraiment bilingue. Pour le coup, oui, une autre question. Alors, avez-vous des exemples de sites pour apprendre le portugais? Oui, on a des exemples de sites. Si vous avez le premier qui vient à l'esprit, ce serait Duolingo. Alors, c'est du portugais brésilien. Désolé pour le portugaise. Mais ça donne déjà quand même quelques notions. Après, vous allez avoir des sites, des sites ou des lieux d'ailleurs, des endroits où vous pouvez aller. Mais vous allez avoir par exemple l'Alliance française, qui sont très réputés et très bons sur Lisbonne en tout cas. Certaines universités aussi commencent à avoir des cours de portugais pour les étrangers. Donc ça vaut la peine de faire aussi une petite recherche. Après, il y a d'autres approches moins traditionnelles. Donc, par exemple, un tandem, quelqu'un qui va apprendre votre langue et qui pourra vous apprendre le portugais. En conversation, c'est plus informel, plus décontracté parfois aussi. Et ça fait boire du café. Et ça fait boire. Alors, d'autres sites, on pourrait parler de Babel, je pense. Babel aussi. Babel, où ils font des cours. Alors, je le étant gratuit, je pense que Babel est payant. Après, autre site, je pense que ça pourrait faire l'occasion d'un live, et donc on se renseignera sur vous sur les possibilités, on pourra voir d'ailleurs
peut-être des personnes d'alliance française pour vous expliquer ça. Exactement. Là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, parler portugais, c'est important. Ça peut nous donner un sens sur certains métiers. Donc, moi, je vous conseille, mais c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai commencé par Duolingo. Et après, je parlais avec tous les taxis dans lesquels je rentrais. Si vous parlez en anglais, j'avais dit non, je parle pas anglais. Non, je parle portugais. Mais effectivement, oui, il faut pratiquer. Je pense déjà dans un premier temps. Oui, surtout que les Portugais sont assez accueillants à ce niveau. Oui, ils vont toujours faire l'effort de parler en anglais pour vous mettre à l'aise, évidemment, mais il faut vraiment les obliger à parler portugais, même si vous ne vous sentez pas à l'aise, il n'y a aucun souci. Sauf si vous dites qu'il n'a pas envie de parler en portugais, ça veut dire qu'il n'est vraiment pas bon. Mais c'est pas grave, on va prendre les cours. On a une autre question. Bonjour, comment se situent les niveaux de rémunération des cadres au Portugal? Alors, c'est une question de Christelle. Alors, Christelle, le niveau de rémunération des cadres au Portugal, je pense que je vais vous demander de préciser quel type de cadre, dans quel domaine, parce qu'effectivement, c'est très variable. C'est très très variable sur les domaines des métiers. Hein. Cadre au Portugal, il n'y a pas vraiment il n'y a pas un contrat particulier de cadre. Par contre, vous avez des clauses dans le contrat qui font que vous êtes cadre. Donc, vous n'avez pas réellement cadre sur un contrat particulier. Vous êtes plus cadre par rapport à certaines clauses et certains avantages en fait, fiscaux qu'on peut mettre sur avantages ou désavantages fiscaux que vous pouvez avoir sur votre contrat de travail. Par contre, en termes de rémunération, je dis c'est très variable. Je ne sais pas si vous êtes encore là, Christelle, mais je pense que ça va être intéressant de vous poser des domaines parce que ça peut aller de 1500 € net x 14 à 3 4 000, tout dépend même, c'est très variable. Ça dépend aussi de l'expérience. Ça dépend de l'expérience, ça dépend de ce qu'on a vu, ça dépend de la société, ça dépend des responsabilités que vous allez avoir. Ah, Responsable de recrutement. ah bah vous êtes pas chez nous, vous, pourtant. Ça coûte cher, un responsable de recrutement. Moi, je l'ai dit 7 000 par mois minimum. Non, alors c'est variable, encore une fois. Tout dépend si vous allez travailler dans une société ou si vous allez travailler dans un cabinet ou en freelance ou autre. Alors, freelance, c'est pas vraiment la question. Ça peut aller dans certaines entreprises, notamment des centres d'appel. Vous allez être entre 1200 et 1500 €. Avec ticket restaurant, 13e, 14e mois et une mutuelle, au bout de 6 mois actuellement. Il faut voir si c'est négociable. Mais vous pouvez atteindre les 2 ou 3 000 € si vous êtes dans des grandes agences qui font vraiment que du recrutement et que vous gérez toute l'agence par exemple. Pareil avec ticket restaurant, avec mutuelle. Donc je pense que la fourchette, selon où vous allez postuler et les responsabilités qu'on va vous donner sur ce poste-là, responsable de recrutement, selon l'équipe que vous allez avoir, selon ce qu'on va vous demander de chercher, et vos prérogatives, vous allez être entre 1500 sur un centre d'appel responsable d'une petite équipe à, on va dire, 1500 € à sur une agence recrutement. De la même façon, ça peut changer depuis 2 ans un tout petit peu parce que le marché a évolué, effectivement, le salaire minimum portugais a augmenté, hein, mais pas non plus de façon extravagante. On est un peu moins de 700 € sur le SMIC portugais, si on peut dire ça. Donc effectivement, en France, on n'est pas tout à fait sur la même grille de SMIC. Donc automatiquement, quand on parle de salaire haut au Portugal, on n'est pas tout à fait sur la même grille non plus que les salaires hauts en France. Mais on n'est pas non plus sur le même rythme de vie ou mode de vie. Sauf pour les logements à Lisbonne actuellement. Il y a des astuces aussi, il faut nous contacter là-dessus. Hein. Pour se loger, vous n'êtes pas obligé d'être au centre-ville de Lisbonne, parce que ça va coûter cher. Mais oui, c'est pas les mêmes grilles. C'est pas les mêmes grilles. Il faut revoir quasiment, il faut enlever quasiment 30 à 40% du salaire français pour arriver sur le salaire portugais qui correspond. Ça vous donne à peu près là. Encore une fois, sur le live qu'on avait fait, le premier live, vous pouvez le voir, on en parle beaucoup plus. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, qu'on approfondisse plus sur les salaires, effectivement, vous pouvez nous faire la demande, on fera un live aussi là-dessus, où on vous expliquera selon les domaines que vous nous auriez envoyé, ou nous appelez. Mais effectivement, le but, c'est à partir du moment où vous souhaitez dans plus de détails, je pense que le mieux, c'est qu'on se contacte directement. Vous nous dites exactement ce que vous visez, pour quel type de poste et quel domaine vous recherchez, parce qu'on va vous renseigner directement. On va revenir donc sur la réputation. Oui. On va enchaîner dessus.
La démotivation, c'est fait. Les CV, c'est fait également. La réputation ou le personal branding. Le personal branding. Donc ça, effectivement, je vais laisser Anna prendre la main là-dessus. Oui, alors ça, c'est un sujet que, évidemment, tous les recruteurs et entreprises ne vont pas s'arrêter à votre CV. Ils vont faire des recherches en ligne pour comprendre aussi votre personnalité. Est-ce que votre présence en ligne est en accord avec la politique de l'entreprise, l'esprit de l'entreprise? Donc là, il y a une manière très simple de auto-évaluer votre présence en ligne, votre personal brand. C'est par exemple de faire une recherche, une simple recherche avec votre nom sur Google. Regardez ce qui apparaît. Quel type de commentaires, quel type de liens, d'articles partagés. Et là, la clé, c'est d'optimiser vraiment tout ce qui peut être modifié. Donc à ce moment-là, nous allons vraiment focaliser sur tout ce qui est positif, des articles partagés, commentaires, des centres d'intérêt qui vont être visibles et qui sont en accord justement avec l'entreprise, le type de poste, quelque chose qui va montrer votre capacité professionnelle et votre image professionnelle. De la même manière, tout ce qui va être plus négatif, peut-être plus personnel, vos photos de vacances, des commentaires sur un produit Amazon ne va pas vraiment intéresser un recruteur. Donc à ce moment-là, on essaye de travailler les politiques de confidentialité. On va mettre en privé ce qui doit être en privé et mettre en avant tout ce qui va vraiment vous donner un avantage ou qui va vous démarquer des autres candidats. Donc n'hésitez pas à partager des articles sur votre domaine, même si ce n'est pas les vôtres, vous n'avez pas besoin d'écrire un article, mais pourquoi pas commenter un article, apporter quelque chose de nouveau qui est en rapport avec ça, avec ce thème, souscrire des podcasts qui sont dans le domaine aussi. L'important, c'est vraiment d'avoir cette présence en ligne qui, encore, je répète beaucoup la visibilité, mais c'est extrêmement important. Un recruteur va vraiment regarder tous vos atouts, essayer de comprendre votre personnalité, aussi que vos compétences professionnelles. Donc, attention aux réseaux sociaux, misez sur votre présence sur LinkedIn, qui est un réseau social mais professionnel, et faites attention à la partie plus personnelle qui à ce moment-là, peut nuire un peu votre image et vos chances de décrocher un bon travail. L'idée, c'est quoi? C'est de se rendre sexy au niveau emploi. C'est se rendre sexy. Nous, on veut se rendre sexy au niveau emploi. Exactement. On veut draguer l'employeur. Je vais faire beaucoup d'analogies comme ça. Parce que pour moi, le personal branding, c'est exactement ça. C'est la réputation. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Aujourd'hui, vous voulez séduire l'employeur dans le sens où il faut absolument que l'employeur vous voit. Donc, visibilité. Hein. Donc, il faut être vu et il faut également être apprécié. Aujourd'hui, si on vous voit partout en photo sur Google Images avec un verre à la main, une soirée, etc., ça peut être dévalorisant pour vous si vous voulez donner une image de vous sérieuse, carrée, et vous dites que vous êtes une personne qui est très organisée, qui est très introvertie, etc. Mais ça peut être aussi un gros avantage pour vous si vous souhaitez donc simplement travailler dans l'événementiel. Ça veut dire peut-être que vous connaissez aussi où aller dans les bonnes soirées, que vous connaissez du monde. Donc la réputation correspond réellement à ce que vous cherchez à faire voir finalement à vos futurs employeurs. Mais il faut la maîtriser. Dans tous les cas, je pense que le moteur sur la réputation, c'est pas ce qu'on va voir de vous, c'est ce que vous souhaitez qu'on voit de vous. Donc il faut la maîtriser. Aujourd'hui, je pense que c'est ça. Une chose qui va être mauvaise pour moi peut être bénéfique pour Anna. Une chose qui va être bénéfique pour moi peut être mauvaise pour Philomena. Donc l'idée, c'est vraiment ça. C'est aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez qu'on voit de vous? De la même façon, dans le workshop qu'Anna va présenter, elle va faire attention à la réputation. Donc je vous conseille, si vous voulez vous inscrire au workshop, c'est de jeter un œil avant, parce qu'elle va tout voir, elle va tout regarder. Il faut éviter aussi qu'elle ait trop de surprises, hein, si on est d'accord. Mais l'idée, elle est vraiment là. C'est comment vous rendre sexy pour un employeur, comment le séduire. Et ça, c'est important. Et ça, il y a beaucoup de leviers. Là, je pense que ça va faire l'objet de 3-4 heures d'explication si on rentre dans les détails, on ne pourra peut-être pas le faire non plus. Hein. Je pense qu'on a tous une vie après le live. Mais effectivement, aujourd'hui, quand vous allez pouvoir faire ça, c'est Google,
LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, comment vous allez mettre vos images, si vous étiez sur les copains d'avance, si vous étiez sur... peu importe, l'idée c'est vraiment qu'est-ce qui ressort de vous quand on tape dedans. Est-ce qu'on vous voit? Et à l'inverse, si on ne trouve rien du tout, est-ce que c'est pas louche? Est-ce qu'à un moment donné, on s'est pas dit que vous avez tout cloisonné donc est-ce qu'à un moment donné, vous ne cachez pas quelque chose non plus? Donc ça peut aussi être suspicieux. Donc, il faut juste maîtriser la réputation. Ça, on vous donnera des astuces pour le faire pendant le workshop. Donc la réputation, très important. Donc après le CV, c'est ce que vont faire les recruteurs automatiquement. On n'avait pas parlé d'une chose également sur le CV, c'était la photo. Ah oui. Un CV sans photo, c'est comme on va défouiller sur Internet. Donc votre photo, on va voir votre tête. Si on ne voit pas votre tête sur le CV, si on ne voit pas votre tête sur Internet, à un moment donné, on se posera des questions. Donc faites une jolie photo, un joli sourire, peut-être pas trop d'extravagance, donc ne mettez pas torse nu dans une plage en prenant une photo. On en a vu. Donc ça, il ne faut pas le faire. Soyez un minimum sobre quand même. Et faites attention à votre réputation, parce que dans tous les cas, on doit vous voir. Ce qui est important. Entretien d'embauche. Je pense que ça, c'est une belle partie aussi à avoir. L'entretien d'embauche, c'est important. C'est très important. Ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Ça peut impressionner, mais c'est pas le but. Non, c'est pas le but. Je pense pas. Ni pour les recruteurs comme nous dans le cabinet, ni pour les entreprises. Je pense que Philomena, t'as déjà fait passer des entretiens d'embauche? Non, on ne fait pas ça. Okay. On sert juste d'intermédiaire entre le candidat et l'entreprise. Donc on reçoit le CV, on le transmet à la société, mais ensuite on laisse la société faire gérer ses propres entretiens avec le candidat. Donc on ne fait pas du tout ce temps. Est-ce que tu as déjà eu des retours? Oui, j'ai eu des retours. Alors parfois le candidat n'apparaît pas, donc ça c'est très mauvais et il ne prévient pas. Et puis parfois, en fait, il est trop décontracté. Donc c'était surtout ces retours négatifs qui sont retenus. Alors c'est souvent le cas. C'est comme quand vous cherchez un avis, encore une fois sur Google, quand vous cherchez un avis sur un produit, habituellement, les premières choses qui apparaissent, c'est les négatifs. Là, c'est la même chose. Dans tous les cas, ce qu'on va retenir de l'entretien, si vous n'avez pas performé, c'est le côté négatif. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas passer d'autres entretiens et vous améliorer. Donc, suite à l'entretien, c'est aussi on en parlera plus tard, mais il faut aussi retenir des leçons. Si on n'est pas pris plusieurs fois, c'est est-ce qu'on n'est pas trop décontracté? Est-ce qu'on n'est pas trop stressé? Quel est notre code vestimentaire? Il est important dans les deux sens, c'est-à-dire qu'être trop coincé dans certains métiers, c'est pas forcément bienvenu, mais être trop décontracté, on n'est pas dans un bar avec des amis. Donc effectivement, ça reste un entretien, ça reste sale. Donc il faut quand même avoir sous certains ces dress code, l'apparence, la tenue, la posture également. Aujourd'hui, si je vous reçois que je suis comme ça, je pense que je vais dire, il y a vraiment pas envie d'être là. Donc, effectivement, à un moment donné, il y a la posture, il faut être droit, il faut parler avec ses mains un petit peu, il faut jouer avec tout ça. Je pense qu'un entretien d'embauche, la première chose déjà, et Philomena l'a dit, c'est y aller. Alors, ça peut faire sourire, ça paraît stupide, mais si on n'y va pas, il peut y avoir un problème, peu importe. Soit on prévient avant, ce qui est à 99% des cas le mieux. Parce qu'on peut avoir un empêchement où on peut ne plus être intéressé par l'offre. C'est possible. Rien n'empêche de prévenir parce qu'on fait perdre du temps aux personnes qui nous attendent. Et de plus, ça vous permet de garder un bon relationnel avec les entreprises. Donc, de garder une bonne image, en parlant de réputation. Ça en fait partie aussi de la réputation en direct. La deuxième chose, c'est que une fois que vous y êtes allé, il faut y aller dans la mentalité de ok, je vais passer mon entretien. Et non pas je vais me faire écraser par mon entretien. Ou je vais exploser l'entretien, pour les plus positifs. Il faut y aller vraiment, je vais passer mon entretien et je vais faire ce qu'il faut pour pouvoir, encore une fois, me montrer, me mettre en avant, me valoriser et surtout voir si l'entreprise me plaît, ça marche dans les deux sens, et si je peux séduire cette entreprise pour qu'elle me prenne. Donc c'est vraiment l'idée. Sur un entretien, comment ça fonctionne déjà ? Alors, en fait, un entretien, c'est simplement une conversation où l'entreprise essaye de connaître la personne qu'ils ont en face. Parce que, évidemment, l'entreprise veut apporter quelqu'un qui va être bien dans l'ambiance d'entreprise, dans l'équipe. C'est important, par exemple, si c'est un manager qui va faire l'entretien, c'est super important de savoir comment cette personne va s'adapter à une certaine équipe.
Donc, il n'y a pas de raison vraiment pour être stressé, même si évidemment on le sera toujours. Mais je pense que tout passe par la préparation. Et encore, à nouveau, comme dans le CV, le plus important, c'est de se préparer pour ce poste et cette entreprise. Regarder le site de l'entreprise, regarder leur présence sur les réseaux sociaux, quel type d'événements, quel type d'initiatives ils ont, de quoi ils parlent. Ça, c'est super important. Vous pouvez préparer le type de questions pour ne pas paniquer sur certaines questions. Ou prendre un événement chez ma soeur avant de Exactement. Il existe aussi des simulateurs d'entretien pour vous entraîner. Pourquoi pas faire un peu la peur de l'entretien, pour essayer de pratiquer plusieurs types de questions. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Je pense que tout passe vraiment par la préparation, par votre attitude. Ce que l'entreprise veut savoir, c'est est-ce que vous êtes motivé et pourquoi vous voulez y aller. Donc, si ces deux points-là sont montrés, votre motivation pour cette entreprise, c'est un peu comme un rempart. On veut savoir que nous sommes bien désirés et pourquoi on veut se sentir spécial. Et l'entreprise veut se sentir spéciale aussi. Donc, si vous venez avec de la formation sur l'entreprise, sur des questions à faire, ça va montrer votre intérêt, ça va montrer que vous vous projetez déjà dans le poste. Donc, il n'y a pas à avoir peur. C'est plutôt une opportunité pour vous de montrer comment vous pouvez avoir une place dans cette entreprise. Alors, la deuxième chose, donc ça c'est vraiment la partie motivation. La deuxième chose, ça va être la partie compréhension de l'offre. C'est-à-dire qu'effectivement, souvent, on lit une offre et on ne la lit pas forcément de la même manière que ce que l'a écrit le recruteur. Donc il faut bien déjà se renseigner sur l'entreprise, ce que je disais là tout à l'heure, pour savoir comment ils réfléchissent et savoir est-ce que ça correspond à ce que vous souhaitez. Parce que quand vous allez vous vendre, si vous vous vendez d'une façon qui n'est pas la même que ce que souhaite l'entreprise, admettons, vous avez compris une offre de manager. Un manager, pour moi, c'est une personne qui doit remplir ses objectifs, qui doit driver l'équipe, etc. Admettons que finalement, c'est pas un manager comme ça qu'il cherche, mais plutôt un manager qui va pour aider ses équipes, les accompagner, les former, par exemple. Ça va pas, vous n'allez pas vous présenter de la bonne manière. Donc, quel est le but de l'entreprise pour recruter? Je pense qu'à un moment donné, il faut vous préparer à ces différentes possibilités, vous poser la question et poser la question d'entretien. Aujourd'hui, voilà, moi, je sais faire ça, ça c'est mon métier, j'ai déjà fait. J'ai le potentiel pour faire d'autres choses, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez d'un manager, par exemple? Ou qu'est-ce que vous attendez d'un développeur, si vous choisissez dans le développement? Qu'est-ce que vous attendez d'un infirmier? Un infirmier, c'est un cas concret. Est-ce que vous allez plutôt être sur des postes d'infirmiers qui vont être avec des personnes qui vont avoir des handicaps physiques, ou est-ce que vous êtes plutôt un infirmier qui va être à domicile pour aller faire des petites insulines, ou peu importe, c'est pas les mêmes types d'infirmiers. Donc à un moment donné, la question à se poser, c'est quel est exactement le poste, se renseigner sur l'entreprise pour savoir si ça correspond bien à ce que vous pensez, et vous vendre clairement par rapport à ce que vous pensez qu'ils veulent. Et là, vous allez voir, si vous avez vu juste, vous avez de bonnes chances d'être pris, sauf qu'il y a de la concurrence, donc il faut le faire bien. Si vous n'avez pas vu juste, dans tous les cas, ça sera un refus, mais il faudra apprendre de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'arrêter juste à un entretien, il ne faut pas s'arrêter juste à une conversation. Il faut aller plus loin, il faut réfléchir. Passer un entretien, c'est réfléchir en amont. C'est le préparer, c'est réfléchir à comment on va se présenter, c'est réfléchir à est-ce que le poste m'intéresse réellement. Parce que même pendant l'entretien, vous pouvez me dire en fait, c'est pas du tout ce que j'avais compris, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Donc vous n'allez pas leur dire c'est nul, parce que vous mal le prendre, c'est normal. Par contre, vous pouvez leur dire finalement, c'est pas exactement, j'avais pas vu le poste exactement comme ça, et c'est pas forcément comme ça que j'ai envie de continuer ma carrière, tout simplement. Et ça peut être apprécié. Ça fait gagner du temps à tout le monde pour le coup. Et tout simplement, peut-être qu'ils vont eux par la suite vous rappeler pour un poste qui correspondra, ou qu'ils donneront votre nom parce qu'ils auront apprécié la démarche à une autre entreprise qui recherche ce type de poste. Donc mettez toutes les armes de côté, je pense que c'est l'idée sur un entretien. Et puis, est-ce qu'on demande d'autres points sur un entretien à voir? Je pense que ça reste, le plus important, ça reste vraiment la préparation. Préparation. CV, entretien et l'image en ligne. Et je pense que ça, c'est le vrai mot à retirer pour vraiment bien se présenter et avoir de chance au devoir justement que c'est pas pour vous. Alors, chez Team, on a pour tradition, une fois qu'on a passé un entretien téléphonique,
et qu'on dit à une personne, ok, on va présenter votre CV au client, vous avez passé très certainement un entretien avec lui, et on vous envoie un email avec une pièce jointe qui dit comment se comporter en entretien. C'est un petit résumé, ça donne des clés. C'est pas du spam, parce que souvent les pièces jointes ne sont pas ouvertes, mais c'est un vrai document, vous pouvez l'ouvrir, c'est des clés qu'on vous donne, c'est prenez ça fait 10 minutes à lire, 10 minutes, un quart d'heure maximum, si vous êtes tranquille. Et pour le coup, n'hésitez pas à lire ces documents-là, à utiliser les documents qu'on vous donne, parce que nous on est là pour que, Elude c'est notre métier, que vous soyez embauché par nos clients, et c'est notre métier aussi de vous préparer à votre entretien. Dans le sens où si vous n'avez pas compris ce qu'on vous a dit, si vous n'avez pas compris la fiche de poste, ou si on s'est mal exprimé, si on va dire que le metteur-récepteur n'est pas coordonné, à un moment donné, vous allez passer des entretiens et vous allez être déçu. Donc, n'hésitez pas déjà à lire les documents qu'on vous envoie, à nous poser des questions par rapport au poste, et surtout à savoir, on ne pose jamais la question, nous on le dit directement, mais qui sont vos interlocuteurs? Vous allez passer un entretien avec une entreprise, mais avec qui? Cette personne fait quoi dans l'entreprise? Elle est comment? On peut vous donner des cours là-dessus, c'est pas non plus privé en soi. Comment elle est? Est-ce que c'est une personne qui est plus introvertie, extravertie? Est-ce que c'est une personne joviale ou peut-être un peu plus rigide? C'est des choses qu'on peut vous donner comme clé pour que vous puissiez nous dire déjà à quoi je dois m'attendre quand je passe l'entretien, c'est moins stressant. Donc n'hésitez pas à nous demander. Pour nous, en tout cas, pour un cabinet de recrutement en général, de toute manière, je pense que l'idée c'est la communication, comme dans un couple. On forme un couple pour savoir si vous allez pouvoir créer une dynamique avec votre client. Et ça, pour ça, il faut communiquer, poser vos questions. Si on ne sait pas, on vous dira. C'est justement l'avantage de contacter un cabinet de recrutement, c'est qu'on pourra faire un vrai accompagnement du début à la fin, et même après, parce qu'on fait toujours un suivi, est-ce que vous êtes bien dans le poste, est-ce que vous êtes bien intégré, mais surtout cet accompagnement avant, votre CV, votre manière de vous préparer à l'entretien, vos interlocuteurs, on va vous donner beaucoup plus d'informations et un vrai suivi, un vrai accompagnement. Donc ça peut être aussi un avantage de nous contacter. Est-ce que tu as le souvenir de ton premier entretien d'embauche? Je crois que je n'ai jamais fait d'entretien d'embauche. Ah, c'est pour ça. En fait, j'ai fait un stage en cabinet d'avocat, donc c'était un stage. Et je suis venue à la chambre de commerce en 97, quand je suis arrivée sur le Portugal, déposer mon CV pour trouver un premier emploi. Et à l'époque, la personne qui était responsable de l'emploi me dit j'ai besoin d'une stagiaire pour commencer dans 2 jours. Et je me suis dit pourquoi pas, je connais personne sur Lisbonne, ça peut être un moyen de faire des contacts et pour un premier emploi de m'adapter un petit peu aussi au marché de l'emploi portugais. Et surtout d'être en contact aussi avec des offres d'emploi, les entreprises françaises, etc. Ça fait 23 ans que tu fais du contact. Ça fait 23 ans que je suis à la chambre de commerce et que je fais du contact, exactement. Voilà, donc j'ai commencé par un stage et puis je suis restée, j'ai évolué au sein de la CCI, mais j'ai toujours gardé un peu l'emploi. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'au final, ça fait 23 ans que tu es à la CCI, ça fait 23 ans que tu évolues au sein de la CCI. Ouais. Et tout ça sur un peu de culot, c'est-à-dire que tu allais déposer un CV. Exactement. Donc, comme quoi, au final, c'est. Il faut y aller. Il faut y aller, exactement. Il faut aller aux entretiens, il faut aller déposer des CV, il faut aller rencontrer les entreprises. Et ce qui est beau, c'est qu'aujourd'hui, tu donnes l'opportunité à travers le forum d'emploi aux candidats de faire la même chose que toi, c'est-à-dire de venir déposer leur CV. Exactement, de se présenter et de parler avec les sociétés, de faire des contacts, parce que ça aussi, c'est important. Peut-être que la société ne recherche pas ce type de profil maintenant, mais elle le cherchera plus tard. Donc elle garde le CV, ils rencontrent d'autres candidats aussi qui peuvent leur donner des tuyaux. Donc je pense que les contacts sont très importants et il faut venir, il faut participer à ce type d'événement. L'idée c'est réellement aussi, ce qui est sympa aussi par rapport à ton histoire, c'est que tu peux te dire au début, je vais juste poser mon CV, je ne sais pas si tu auras mon emploi ou peu importe. C'est une opportunité d'eux. Vous allez venir au forum, vous allez me dire peut-être que j'ai eu pour vous de venir dans 3, 4 mois, 5 mois. Je suis juste là à Lisbonne pour voir ce qui se passe. Vous pouvez vous poster un CV, vous donner un CV directement. Et finalement, peut-être que le feeling peut aussi bien passer. Comme on dit, dans une semaine, j'ai plein de vous. C'est peut-être aussi l'opportunité d'eux. Effectivement, il faut saisir les opportunités. Je crois que c'est un mot d'ordre dans l'emploi. Hein. Exactement. On dit que tu as toujours gardé un peu ce domaine de l'emploi au sein de la CCI. Je pense que le mot d'ordre, c'est l'opportunité de saisir les opportunités. Quoi.
il faut être Pas 4. hésiter. C'est ça, hein. Faut jouer comme quand on était encore 4 ou pas 4. Exactement. Je suis capable d'aller donner mon CV, je suis capable de répondre à une opportunité, je suis capable d'y aller. Faut pas avoir peur finalement, parce qu'il y a tout à gagner, il n'y a pas grand-chose à perdre. Exactement. C'est ça. Donc à un moment donné, n'hésitez pas, faites le pas. Je ne sais pas si on a d'autres questions, mais je pense que c'est le moment s'il y a des questions. Oui, c'est une très bonne question. Mais effectivement, oui, il y a des domaines pénuriques. Alors, étonnamment, et selon les grandes convictions que peuvent avoir les Français, la France en tout cas, le domaine du BTP aujourd'hui est très prisé. C'est un domaine qui est pénurique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de main-d'œuvre parce qu'il y a eu tellement un essor sur les dernières années au Portugal avec des rénovations à tout va, des Airbnb qui se sont implantés, des gros investisseurs qui sont venus, des hôtels qui sont venus. Donc finalement, il y a eu tellement de rénovations, même au niveau des routes, au niveau de tout ce qui est aménagement urbain, qui se sont développés sur les 4-5 dernières années. Aujourd'hui, sur le domaine du BTP, il y a énormément de demandes et qui sont appréciées aussi. D'ailleurs, hein, c'est un domaine où on demande à monter en compétences et que les compétences européennes, notamment françaises, sont appréciées. Autre domaine pénurique, ça va être l'ingénierie. On en parlait tout à l'heure, l'informatique. Alors pourquoi c'est pénurique? Tout simplement parce que, encore une fois, c'est un domaine qui a explosé sur les dernières années. Il y a 2 ans, le Web Summit s'est implanté. Il s'est implanté en disant on va rester 10 ans au Portugal. Donc le Web Summit, c'est une rencontre digitale finalement, une effervescence autour du digital qui se crée normalement une fois par an dans un pays différent. Et là, il pose ses valises sur Lisbonne encore pour 8 ans, 7-8 ans. Et effectivement, donc, ça fait venir des grands groupes, comme beaucoup de startups. Donc il y a Google qui s'est implanté suite au Web Summit, qui a embauché 500 personnes, ne serait-ce que sur le bassin pour Lisbonne. Pense a embauché 500 autres personnes d'ici fin 2020, début 2021. Mais ça veut dire que ça fait déjà encore 500 emplois qui vont s'ouvrir sur le digital globalement. Des dizaines et des centaines de startups qui s'ouvrent, on en voit de plus en plus. Oui. Voire des filiales. On a des clients, nous par exemple, qui sont des groupes français, qui sont venus au Portugal pour faire des pôles techniques. Parce que c'est là où ça se passe aujourd'hui en Europe. Hein. Les pôles techniques dans le digital et dans l'informatique, c'est le Portugal. Et donc ils implantent ça, mais effectivement, aujourd'hui, les Français peuvent avoir une vraie passerelle sur certains domaines. On pourra avoir d'autres. Il y a l'agriculture avec notamment les plantations de cannabis maintenant qui sont légalisées pour tout ce qui est médical. Donc si vous voulez travailler dans un champ de cannabis au Portugal, ça devient légal comme en Californie. Mais ça, on n'a pas vraiment pas d'autres là-dessus. C'est tout récent, quand même. Ouais. On n'en fume pas et on n'en cultive pas. On n'est pas trop au courant. Effectivement, ça va être le moment, je pense, de culture un peu tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, de tenir, on y répondra après le live sur anna.pêche@leutile.com ou sur enric.valette@leutile.com également. Hein, on va vous mettre toutes les adresses et numéros de téléphone qu'il faut. Et n'hésitez pas sur YouTube aussi à regarder les derniers lives où vous aurez beaucoup plus de compléments aussi d'informations, tout ce qui a été dit pendant ce live. On se l'a fait chez nos youtubeurs et mettez des pouces. Et mettez. Bon, en tout cas, je vous remercie, je te remercie Philomena. C'est moi qui te remercie. C'est bien agréable, et puis merci pour cette intervention, merci à toi aussi Merci. pour tout ça, et puis à bientôt. À bientôt.